L'énergie à l'oreille. Les énergies renouvelables prennent de plus en plus d'importance dans le mix énergétique national, surtout depuis la crise énergétique et l'ambition de tendre vers la neutralité carbone en 2050. Il n'est pas rare aujourd'hui, en se baladant en ville ou à la campagne, de voir des panneaux solaires sur des bâtiments ou des habitations, de suivre du regard les pales d'éoliennes qui jouent avec le vent sur la route des vacances, ou d'admirer la force hydraulique d'un cours d'eau. Vous l'aurez compris, les énergies renouvelables font de plus en plus partie de notre territoire. Mais comment font-elles pour trouver leur place tout en valorisant leur territoire d'adoption ? À l'échelle individuelle et collective, comment peut-on participer au développement d'un site de production d'énergie renouvelable ? Et pourquoi est-ce important pour un producteur d'énergie d'impliquer les citoyens et les collectivités dans le montage de ces projets ? Pour répondre à ces questions, nous avons invité Nicolas Fléchon, directeur de GEG ENER, filiale de production énergie renouvelable de GEG, et Julien Decaux, responsable des projets en développement de GEG ENER. Bonjour Nicolas. Bonjour. Et bonjour Julien. Bonjour. Très heureuse de vous avoir avec nous pour discuter de cette problématique. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler des énergies renouvelables. Où se situe un producteur tel que GEG ENER sur le marché des producteurs nationaux ? Sur le marché des producteurs nationaux, alors faut rester un petit peu lucide et modeste. Pour donner quelques chiffres, au niveau national, il y a à peu près 40 000 emplois dans les énergies renouvelables. À GEG, en simplifiant, il y a à peu près une quarantaine de personnes qui travaillent autour de la filière énergie renouvelable, entre les gens qui travaillent directement à la production et puis les gens qui sont en support autour. Donc 40 pour 40 000, grosso modo, représente 1/1000 de la puissance de feu des énergies renouvelables en France. Donc ça, c'est quand on regarde les emplois, on peut regarder un autre chiffre qui est intéressant, c'est la puissance de développement. Donc en France, je ne crois pas dire une bêtise si je dis qu'il y a à peu près entre 3 et 4 gigawatts de développement ONR chaque année. Nous, on développe entre 20 et 30 mégawatts chaque année, donc c'est 1/100. Donc finalement, on représente 1/1000 des emplois sur le territoire national, mais on a une puissance de feu qui est de 1/100. Donc sur la production. C'est pour montrer vraiment à la fois le fait qu'on reste un acteur modeste, mais à la fois qu'on a une vraie puissance de feu sur le développement. D'accord, donc GEG ENER est avant tout un producteur local. Et à une échelle locale, comment un projet de production d'énergie renouvelable peut-il s'inscrire dans le développement économique d'un territoire ? Alors déjà, il faut peut-être revenir sur le terme local, puisque quand on développe des projets éoliens dans l'ouest de la France, quand on développe des projets hydroélectricité dans le Doubs ou du photovoltaïque en Bourgogne, on reste relativement loin de Grenoble quand même. Donc plutôt que de parler d'entreprises locales, on peut plutôt parler d'entreprises issues des collectivités, puisqu'il faut rappeler que le groupe GEG est une société d'économie mixte détenue par la ville de Grenoble et la métropole de Grenoble, et qu'on a à cœur de développer des projets de territoire avec les acteurs du territoire, donc les parties prenantes. Donc le monde associatif, le monde économique et les élus, bien entendu, des territoires sur lesquels on développe, on construit et on exploite nos ouvrages. Donc c'est ce qui fait finalement les spécificités des projets que vous développez toute l'année. Oui, puis tu parlais de développement économique, mais avant que ça soit un développement économique, c'est d'abord un sujet politique. Souvent, c'est une collectivité qui a une envie sur un territoire de développer un projet, de contribuer à la transition énergétique, d'impliquer un écosystème de citoyens. Donc c'est vraiment par ce biais-là qu'en général on rentre. On est issus nous-mêmes du monde politique, on l'a redit, on est issus des collectivités. La particularité de GEG, c'est une société d'économie mixte. Donc ça veut dire deux choses. Ça veut dire qu'on a à la fois un ADN public, on a un sens du territoire, un sens de l'intérêt général, ça c'est vraiment porté par la puissance publique qui fait partie de l'actionnariat, mais on a aussi un moteur qui est issu du privé, c'est une société anonyme, une société d'économie mixte. Et finalement sur les énergies renouvelables, ça s'y prête bien, puisqu'on apporte finalement cette vision politique en écho à celle qui est voulue par les élus, et avec une capacité de développer. Donc ça c'est vraiment notre spécificité, et au final c'est vrai qu'une fois qu'on est parti de cette volonté politique, qu'on a mis en œuvre un certain nombre d'outils de développement, ça devient un sujet économique, parce que aussi c'est un sujet de retombée économique pour les territoires, et ça c'est important pour les collectivités locales, d'avoir une visibilité sur des revenus sur le long terme. Un projet c'est entre 20 et 25 et 40 ans, donc c'est une longue durée. Donc une valeur ajoutée sur le territoire qui accueille en fait des projets de production d'énergie renouvelable.
Et la valeur ajoutée, elle est de façon directe, notamment à travers la fiscalité, mais c'est aussi des loyers pour les propriétaires fonciers, les collectivités aussi, qui sont souvent propriétaires des fonciers sur lesquels on développe et puis on exploite nos ouvrages. Et puis un certain nombre aussi de mesures d'accompagnement qu'on intègre dans le développement de nos projets, puisqu'il faut faire en sorte que les projets soient intégrés dans les territoires qui les reçoivent et qui puissent bénéficier à la majorité à l'intérêt public, quoi. Vous parlez tous les deux de concertation avec les parties prenantes, avec les collectivités. Finalement, j'ai envie de dire, tout le monde peut avoir son mot à dire sur l'installation d'un nouvel ouvrage de production. Si je suis une riveraine, par exemple, et qu'un projet de production est en réflexion dans mon village ou dans ma ville, je peux moi aussi participer à cette concertation, à cette réflexion. C'est même plutôt presque je dois. En tout cas, on voit qu'un bon projet, c'est un projet qui est accepté. Et on l'a dit, c'est un projet sur la durée. Les énergies renouvelables, c'est pas une évidence. Il n'y a pas d'énergie propre et sans contrainte, on le sait. Il y a forcément des contraintes associées. Donc il faut absolument, dès l'origine, impliquer la collectivité au sens large du terme. C'est la collectivité qui porte le projet, la commune, la communauté de communes, le syndicat, mais aussi les citoyens pour être certain que dans toutes les étapes, des plus amont jusqu'à la phase d'exploitation, il y a une bonne compréhension de ce qu'est le projet, de ce qu'il apporte, des contraintes que ça représente, de façon à ce que ce soit un projet qui soit bien intégré dans son environnement. On le voit aujourd'hui sur certains projets, l'hydro par exemple, parce que c'est probablement la filière qui a le plus de maturité parmi celles qu'on développe. Souvent, c'est des centrales qui ont une centaine d'années. La plus ancienne, c'est souvent la filière. C'est la première filière. Et on voit qu'à l'époque, probablement, ça a dû faire l'objet de discussions, voire peut-être d'opposition. Aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est-à-dire, si on commence à dire aux collectivités, aux citoyens, on va supprimer cette installation, il y a une vraie opposition, ça fait partie du patrimoine. Donc, il y a une histoire qui se crée dès le départ et qu'il est important de créer, et ça, c'est la volonté. Alors, le petit plus qu'on a, qui est vraiment une singularité de notre développement, c'est que nous, on considère que la meilleure façon d'impliquer les collectivités, c'est de les impliquer aussi au capital de la société. Donc, c'est-à-dire qu'elles viennent prendre une part du capital, de l'investissement. Donc, elles sont impliquées dès le départ, y compris dans le risque. Alors, ça dépend un peu de leur appétence au risque. On a plusieurs modèles. Mais ça veut dire qu'elles vont participer dans la durée à la gouvernance du projet et pas simplement collecter les retombées fiscales, le loyer. Donc, c'est pas simplement un consommateur finalement des revenus. Donc, c'est un investisseur aussi ? C'est un investisseur, c'est un partenaire, c'est un actionnaire du projet. Et du coup, on trouve, nous, alors c'est une difficulté juridique, parce que c'est pas simple d'aller faire ces montages. Ça veut dire à chaque projet, on fait une filiale. Donc aujourd'hui, on a 40 filiales de production. On a 60 projets, donc potentiellement, on aura une centaine de filiales. Donc création de société, enfin tout ce qui va avec les difficultés, des comités de direction, des assemblées générales. On voit ça comme un vrai avantage parce qu'elles sont du coup codécisionnaires dès le départ, mais aussi dans la durée des décisions qui sont prises sur le projet. Donc là, tu parles d'implication des collectivités, des municipalités. Et quid en fait des habitants, des riverains ? Comment est-ce qu'on les implique ? Comment vous faites pour les impliquer ? Est-ce que vous avez une façon de faire, une façon de les intéresser ? Il n'y a pas de recette miracle. Ce qui est important, en fait, c'est d'associer l'ensemble des acteurs du territoire dès le début des projets. Donc, Nicolas parlait des collectivités notamment. Et pour les citoyens, pour le monde associatif, c'est la même chose. Donc, on a un certain nombre d'événements qui jalonnent tout le développement d'un projet. Donc, on va faire des réunions de concertation. On va animer des événements sur les territoires pour pouvoir échanger avec les citoyens, avec les riverains, les associations. Et ça va permettre de discuter, d'échanger sur les projets, de pouvoir les adapter aussi. Donc de là, on part d'un projet initial plutôt technique et petit à petit, on va adapter ces projets-là en fonction des enjeux qui sont identifiés avec l'aide de tous les échanges qu'on peut avoir. Après, on a des outils plus classiques, donc on a des sites internet, on fait des newsletters. Une chose qui est aussi intéressante, c'est qu'on fait du porte-à-porte sur certains projets. Donc sur le terrain, vous allez directement échanger, discuter. Oui, on prend vraiment le temps d'aller, comme je le disais, de faire du porte-à-porte. Donc, on va vraiment de maison en maison pour pouvoir discuter avec les personnes de façon individuelle aussi. Parce il ne faut pas se leurrer, il y a aussi de l'opposition sur certains projets. Quand on arrive avec un projet, ça reste des projets d'aménagement du territoire. Donc, on vient modifier un paysage notamment. Et donc, il y a des personnes qui sont inquiètes de ces modifications-là. Et le fait de pouvoir avoir des échanges individuels, ça permet aussi de répondre de façon précise et adaptée à chaque personne et à chaque expression d'inquiétude, par exemple, quoi. D'accord. Et quand tu dis qu'on va au-devant des riverains, des habitants,
Qui est-ce qui va au-devant des riverains et des habitants? C'est l'équipe d'exploitation? Ce sont les ingénieurs? Au niveau de GeoGNR, donc il y a 2 équipes, on a une trentaine de personnes. Côté développement, on est une quinzaine, d'ingénieurs, de chefs, de responsables de projets, répartis sur les différentes filières. Et sur des gros projets d'aménagement, donc plutôt l'éolien, et l'hydroélectricité notamment, on s'appuie aussi sur, des cabinets spécialisés qui nous permettent aussi de prendre du recul par rapport à nos projets puisque, on a à cœur de développer nos projets et puis on est la tête dans le guidon. Bien sûr. Et le fait de pouvoir faire appel à des personnes extérieures, ça permet de prendre du recul, et aussi d'avoir un filtre, entre, l'expression, des besoins ou l'expression, des différentes parties prenantes et puis, nous, comment on le perçoit, quoi. L'énergie à l'oreille. D'après votre expérience, est-ce qu'il y a une filière avec laquelle il est plus facile de faire accepter les projets? Alors, chaque filière a ses spécificités et c'est important, on est multifilière aujourd'hui, c'est important. Déjà psychologiquement, parce que quand il y a une filière qui est un peu plus en difficulté, il aura échappé à personne que typiquement l'éolien, pendant la campagne électorale, a été particulièrement attaqué. Donc quand vous avez, même au plus haut niveau, des débats politiques, une expression assez forte, assez cruelle et parfois et souvent injuste sur une filière, ça a des conséquences aussi sur le terrain. Donc voilà, typiquement, un projet peut être mis en parallèle parce que typiquement un élu va sentir que c'est pas le bon moment, ou qu'il a envie de faire une pause, ou il a envie de retrouver un peu de sérénité. Donc c'est important dans ces cas-là d'avoir d'autres filières sur lesquelles on peut reprendre un peu le moral et puis Se se dire reposer. finalement se reposer. Donc on voit en fait que toutes les filières ont des caractéristiques assez particulières. Alors elles ont un point commun, c'est que les gens disent c'est formidable les énergies renouvelables, mais en général, quand on vient sur un territoire avec un projet hydro, ils disent c'est formidable les énergies renouvelables, mais pas l'hydro. Nous on aime beaucoup l'éolien et le photovoltaïque, puis quand on va sur un projet photovoltaïque, et les gens nous disent mais le photovoltaïque c'est bien, mais nous on préfère l'hydro. Bon, objectivement, c'est vrai qu'il y a l'éolien aujourd'hui, c'est la filière sur laquelle il y a, comment dire, j'allais dire des soucis, en tout cas des sujets d'acceptabilité. Donc il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour expliquer ce que c'est qu'un projet éolien et puis aussi répondre aux préoccupations qu'il peut y avoir qui sont souvent légitimes. Mais on voit que finalement, ces inquiétudes-là, elles contaminent les autres filières. Et c'est la réalité aussi sur l'hydroélectricité, parce que quand on vient faire un projet, même si au final il est extrêmement peu visible, parce qu'un projet hydroélectrique de haute chute, c'est une prise d'eau en altitude. Bon, une prise d'eau, c'est comment dire, c'est une emprise qui est assez faible. C'est même pas l'emprise d'une Oui, maison c'est individuelle. pas un barrage. Non, c'est pas un barrage. Vous avez une conduite forcée qui est enterrée sur l'ensemble du trajet, donc vous la voyez pas. Et puis assez vite, la nature reprend ses droits. Et puis en bas, vous avez un bâtiment de production qui lui-même intégré dans, je dirais, dans l'architecture locale. Donc il ne se voit pas, en fait. Objectivement, au bout du bout, ce projet va être en général très bien accepté, voire très très bien accepté. Mais dans des phases amont, il y a aussi des inquiétudes. Les gens imaginent, comme tu le disais, des barrages ou d'autres choses, ou des impacts qui peuvent être aussi à prendre en compte sur l'environnement, sur la biodiversité, sur les poissons. Donc on a aussi des oppositions qui peuvent apparaître à certains endroits sur l'hydroélectricité et aussi sur le photovoltaïque, parce que les installations sont de plus en plus importantes en taille. Donc le photovoltaïque jusqu'à maintenant, c'était quelques toitures, quelques ombrières, des installations de taille petite. Donc là, on voit de plus en plus de champs. C'est ça, de champs. Voilà, il y a aussi de plus en plus d'activités qui mixent les activités agricoles avec des activités photovoltaïques, avec aussi des questions sur est-ce qu'il y a concurrence, compétition entre l'activité de production d'énergie et l'activité agricole. Donc c'est ce qu'on appelle l'agrivoltaïsme, c'est bien ça. Et vraiment là, l'objectif, c'est que les deux puissent cohabiter de manière très durable, que l'activité de production d'énergie, elle soit là vraiment soutien, mais qu'elle ne se substitue pas à l'activité agricole, ça c'est important. Donc voilà, donc chaque filière a ses atouts, chaque filière a ses inconvénients, a ses pics d'acceptabilité ou de défaut d'acceptabilité à certains moments. Moi, je crois que globalement, quand on fait les choses assez proprement, ce qu'on essaye de faire, au final, et on le voit sur les enquêtes d'opinion, les riverains en général, y compris sur l'éolien, je crois que c'est 80% des riverains de l'éolien qui sont aujourd'hui pro-éolien. Donc au final, mais ça prend des années, parce qu'un projet, c'est ça aussi, le développement, c'est des années de développement et de construction et de mise en service. Au bout du bout, il y a une acceptabilité qui est là.
D'une manière générale aussi, je pense qu'on a peur de l'inconnu, on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Et c'est le gros travail que l'on fait, quand tu disais tout à l'heure, quand on travaille avec les citoyens et tout le long du développement, c'est aussi pour faire en sorte que ces projets, enfin que les citoyens s'approprient ces projets d'énergie renouvelable, qui sont encore une fois des projets d'aménagement qui se voient. Et donc c'est aussi pour ça que une fois que les ouvrages existent, comme tout à chacun, on se dit au final ce n'est que ça, quoi. Et on a peur de ce qu'on ne connaît pas clairement, hein. Et les endroits ou les régions sur lesquelles on a une meilleure acceptabilité sur certains ouvrages d'énergie renouvelable, c'est des régions sur lesquelles il y a déjà ce type d'ouvrage d'énergie renouvelable. Tout à fait. Et je pense notamment à la rénovation de certaines centrales qui ont commencé à produire dans les années 1890, qui sont encore actuellement en fonctionnement, mais bien évidemment rénovées. Et ça, c'est le génie humain, parce que ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en permanence, y compris sur des technologies qui peuvent être anciennes, matures, il y a à nouveau de la recherche de performance, de rendement. Les turbines qu'on met en place, elles vont produire plus avec moins de matière. Il y a une recherche aussi pour diminuer les impacts sur les massifs béton. Voilà, donc c'est ça qui est intéressant avec ces filières, c'est qu'on n'est jamais au bout finalement. Elles se renouvellent, elles se réinventent aussi en permanence. C'est vrai sur l'éolien, je citerai un exemple. On a démonté un vieux parc où il y avait 8 éoliennes. Et on en a mis 6. Donc théoriquement, on aurait dû perdre en production. Et la production au final est 50% supérieure. Donc, parce que, entre-temps, donc en l'espace de 15 à 20 ans, la technologie a considérablement évolué. Et du coup, on a des éoliennes qui, avec le même impact visuel, voire avec moins d'impact, parce que du coup, elles font moins de bruit aussi, hein, donc moins d'impact finalement acoustique, on arrive à quelque chose qui est mieux intégré, plus esthétique et plus performant. Plus performant, et sans oublier le recyclage des anciennes éoliennes, parce que bien évidemment on ne les fait pas tomber et on ne les met pas à la benne, on fait en sorte que tout soit recyclé. Justement, ce projet est intéressant parce que en fait, la meilleure façon d'être convaincant, c'est de montrer les choses. On peut le dire. Alors quand on est développeur, c'est pas qu'on n'est pas crédible, mais on est toujours taxé parti pris. Donc là, on a dit, ça tombe bien, on a un parc qu'on va démonter. On nous dit, on ne peut pas aller recycler plus de 90% du parc. C'est pas possible de démonter entièrement les massifs béton et de les recycler. En l'occurrence, sur ce projet-là, on l'a fait. Donc c'est faisable. Et dans un temps record, puisqu'en 4 ans, finalement, on a pris la décision d'arrêter, on a redémonté, on a remis le terrain à l'état naturel et on a reconstruit. Et tout ça avec une acceptabilité totale des riverains et notamment des élus autour. Et on a même fait une inauguration où on a finalement, c'est pas tellement nous qui avons parlé, c'est les parties prenantes et les riverains et l'environnement politique pour attester aussi du fait que oui, c'est possible. Et typiquement sur ce projet-là, on est allé jusqu'à 95% de recyclage. Donc les mâts sont recyclés, les massifs béton. Alors il reste quelques défis à relever, notamment sur les pales d'éoliennes, parce que c'est aujourd'hui des matériaux qui ne sont pas recyclables. Donc on a cherché différents systèmes pour les recycler. Le réemploi, c'est encore le système qui est le plus vertueux, c'est-à-dire qu'en fait, ces éoliennes servent sur un autre territoire pour d'autres besoins énergétiques. Là, pour un certain nombre de raisons, ce n'était pas possible. Par contre, on est allé trouver aussi des personnes qui étaient capables de récupérer ces pales et d'en faire du mobilier urbain. Donc, c'est une réutilisation. On est au début de cette histoire-là. Donc, probablement dans les années à venir, il y aura encore d'autres solutions. Donc, 95%, c'est la réalité d'aujourd'hui. Probablement demain, on ira encore beaucoup plus loin. Et là, par la preuve, on arrive à montrer que c'est faisable. Et ces parcs, ce n'est pas simplement une histoire énergétique pendant le temps de vie des éoliennes, mais on est capable de démanteler de manière vertueuse et de reconstruire quelque chose qui sera encore plus pertinent et performant pendant à nouveau une vingtaine, une trentaine, quarantaine d'années. Donc Nicolas, le projet dont tu parles, c'est je précise un petit peu les choses, c'est le projet repowering du parc éolien à Rivesaltes. On peut dire que ce type de projet, c'est ce qui peut permettre à un producteur d'énergie de continuer à s'engager en faveur de la transition énergétique. Un bel exemple, une belle preuve d'anticipation de l'avenir. L'énergie à l'oreille. Justement, l'avenir, comment est-ce que vous le voyez en tant que développement des énergies vertes? Le développement des énergies vertes de demain, qu'est-ce qu'on peut en attendre? Alors d'abord, il y a les chiffres, parce que ceux-là, ils sont clairs.
il y a un acteur qui est reconnu comme étant très compétent pour finalement projeter les scénarios à long terme, c'est le réseau de transport d'électricité, parce qu'il est le premier concerné, RTE. Donc, il fait une étude qui s'appelle Futur énergétique. Et ils ont fait une étude qui est sortie il y a quelques mois, quelques années, qui dit 2050, c'est plus 35% d'énergie électrique en plus, même en faisant un certain nombre d'efforts sur la sobriété. Entre parenthèses, on ne les fait pas vraiment aujourd'hui, ces efforts de sobriété. C'est une parenthèse. Donc, plus 35% en 2050. On se dit, bon, ok, c'est déjà un défi important. Et il se trouve qu'il y a un mois, tout juste, le président du directoire de RTE était interviewé. Et en fait, ils ont refait leurs calculs. Et c'est pas qu'il dit qu'ils se sont trompés, mais c'est qu'en fait, comme il y a aussi une transformation de la société et qu'un certain nombre d'usages qui étaient carbonés sont en train de passer à l'énergie décarbonée et utilisateurs d'électricité, il dit en fait, OK, retenez le 35%, mais surtout retenez qu'aujourd'hui, on fait 120 TWh d'énergie renouvelable. À 2035, c'est dans 12 ans, il faudra faire le double. Donc en 12 ans, il faut arriver à produire ce qu'on a aujourd'hui existant et qui est le fruit d'années, de décennies de développement. Donc les enjeux sont considérables. Donc ça, c'est les chiffres, c'est une réalité. Et si on ne fait pas ça, on aura un réseau qui sera... alors ça, au mieux, on aura, je dis bien, des énergies fossiles d'origine incertaine. Et au pire, on aura un réseau électrique qui ne saura pas supporter finalement cette augmentation de la consommation. Et toi, Nicolas, finalement, c'est quoi pour toi? C'est une utopie de doubler cette production d'énergie? C'est possible? C'est une nécessité. Après, la réponse, nous, aujourd'hui, on n'oppose pas, d'ailleurs, enfin, ça c'est un avis très personnel, je n'oppose pas les énergies renouvelables entre elles, je pense qu'on a besoin de toutes les énergies. On n'a plus les moyens de faire la fine bouche, donc on a aussi besoin du nucléaire, en l'occurrence, d'un programme. Donc c'est l'ensemble de ces moyens décarbonés, parce qu'on ne parle plus des fossiles, je pense qu'il est temps aussi de pouvoir tourner la page de ces fossiles-là. Donc c'est important que chacune de ces filières qui portent aussi une part de vertu pour la transition énergétique puisse se développer. Donc en clair, il faut mettre l'accélérateur sur chacun de ces filières, et notamment les nôtres, parce qu'on est un acteur. Moi, ce que je vois aujourd'hui, et c'est dans le sens de ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, c'est que les projets les plus intéressants, c'est les projets territoriaux, c'est les projets où on a le temps d'expliquer, de construire quelque chose, etc. Ma seule inquiétude, c'est que l'urgence, à un moment donné, fait que peut-être, et j'espère qu'on n'arrivera pas à là, l'État prendra plus autant de précautions pour développer ces énergies renouvelables. Donc moi, je suis vraiment promoteur du modèle qu'on défend aujourd'hui, un modèle vraiment territorial, où on va chercher les collectivités, on les implique. Mais ça veut dire qu'il faut aussi certainement accélérer ou faciliter les procédures administratives qui sont aujourd'hui lourdes et qui s'empilent en fait. On croit finalement simplifier le système. Aujourd'hui, la réalité qu'on vit, nous, c'est plutôt un système qui se complexifie de jour en jour. Donc diminuer le temps des études des différents dossiers. À titre d'exemple, sur l'éolien, il faut à peu près 10 ans pour développer un projet éolien, éolien sur Terre. En hydroélectricité, il faut minimum 5 ans. En photovoltaïque sol, on est pareil, sur des durées de 4-5 ans. Donc c'est des durées qui sont extrêmement longues, sur lesquelles il faut tenir les études, il faut tenir l'instruction administrative, et encore une fois, continuer de fédérer l'ensemble des acteurs locaux autour d'un projet qui a des difficultés et qui traîne dans le temps, quoi. Vous avez parlé tous les deux de développement des projets d'énergie renouvelable de territoire. Est-ce qu'à un moment donné, le territoire n'est pas extensible? Est-ce que vous ne pensez pas qu'on pourrait avoir des problématiques de limites géographiques? On n'a pas une multiplicité de cours d'eau, on n'a pas des terrains qui pourraient être favorables à des champs photovoltaïques à perte de vue, enfin j'imagine. Il y a un gisement aujourd'hui qui est encore très important sur l'ensemble de ces filières. Alors, plus ou moins important selon les filières. Effectivement, l'hydroélectricité, les grandes installations, aujourd'hui, on voit bien, on ne fera plus de grands barrages aujourd'hui en France, et c'est probablement normal. Et puis les petites installations, la plupart des cours d'eau sont équipés, mais il reste encore quelques projets, à titre personnel, pour le GEGENR, encore aujourd'hui une vingtaine de projets qui sont encore actifs et qui ont du sens, vraiment, et qui peuvent être développés. Donc, il y a encore pour quelques années, peut-être quelques décennies, à pouvoir exploiter le gisement, et notamment sur le solaire. Aujourd'hui,
quand on regarde autour de nous, finalement, on ne les voit pas, les installations solaires. Et la technologie peut aider aussi à améliorer, à pouvoir équiper. Les toitures, c'est un des bon exemple. Hein. C'est le plus grand gisement qu'il puisse y avoir sur le solaire. Aujourd'hui, combien d'installations photovoltaïques sont présentes? Et il y a une bonne raison, hein, c'est qu'aujourd'hui, le modèle économique de ce développement-là, il est difficile. Donc, c'est plutôt un segment qu'on met de côté aujourd'hui. Mais demain, probablement, que ce gisement qui est considérable sera aussi recherché pour pouvoir aider à cette production-là. Donc, je ne suis pas trop inquiet encore aujourd'hui à ce stade. L'enjeu, c'est plutôt de faire en sorte que ces projets puissent se faire rapidement, sans transiger sur toutes les bonnes pratiques qu'on citait tout à l'heure. Et après, on verra. Et toi, Julien? Et puis il y a aussi un autre enjeu dont parlait Nicolas tout à l'heure, c'est sur la rénovation et l'optimisation en fait, des sites existants. On a vu avec l'exemple du parc éolien de Rivesaltes, donc au nord de Perpignan, mais c'est le cas aussi sur les petites centrales hydroélectriques. On a eu pas mal de chantiers de rénovation ces dernières années qui ont permis d'aller gagner de la production. Et il y a fort à parier que ce sera la même chose sur le photovoltaïque dans quelques années, d'aller venir optimiser l'ensemble des sites. Et après, sur les filières, il reste l'énergie à l'oreille. Le lien est inégalement réparti sur le territoire. Bienvenue sur l'énergie à l'oreille, le podcast qui décrypte le monde de l'énergie et l'actualité énergétique. Ce podcast est produit par GEG, fournisseur et producteur d'énergie renouvelable. Bonne écoute. Ne permettait pas de valoriser ces gisements. Aujourd'hui, l'avancée des technologies permet aujourd'hui d'aller quasi totalement. GEG vous parle d'énergie. Il reste à trouver des volontés locales, des volontés politiques. Les énergies renouvelables prennent de plus en plus d'importance dans le mix énergétique national dans les prochaines années, depuis la crise énergétique et l'ambition de tendre vers la neutralité carbone en 2050. Technologies actuelles, il n'est pas rare en production, en se baladant en ville ou à la campagne, de voir des panneaux solaires sur des bâtiments ou des habitations. De suivre du regard les pales d'éoliennes qui jouent avec le Julien sur la route des vacances, de nous avoir expliqué pourquoi il est la force hydraulique d'un de valoriser les territoires. Vous l'aurez compris, vos projets les énergies renouvelables font de plus en plus partie de notre territoire. GEG-ENER a pour objectif. Mais comment font-elles pour trouver leur place tout en valorisant leur territoire d'adoption? À l'échelle individuelle et collective, comment peut-on participer au développement d'un site de production d'énergie renouvelable? Et pourquoi est-ce important pour un grand merci de nous avoir écoutés d'impliquer les citoyens et les collectivités dans le montage très vite pour un prochain épisode. Pour répondre à ces questions, nous avons invité Nicolas Fléchon sur notre blog, directeur de GEG, ainsi que les différentes ressources filiales de production énergie renouvelable de GEG, et Julien Decaux, responsable des projets en développement de GEG-ENER. Bonjour Nicolas. Bonjour. Et bonjour Julien. Bonjour. Très heureuse de vous avoir apprécié pour discuter de cette problématique. Partagez-le autour de vous et laissez-nous votre avis et 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Où se situe un producteur tel que GEG-ENER sur le marché des producteurs nationaux? Sur le marché des producteurs nationaux. Alors, faut rester un petit peu lucide et modeste. Je